Voilà. Mais tu vois, en plus, moi, je m'étais préparé à ça. Hein. Je me suis dit, bon, il faut que je passe une demi-heure, il faut que je passe 3 choses. Et j'en ai placé une. Ouais. C'est terrible. Donc le monde des médias, c'est pas ton monde. Ah ben non. C'était un monde de l'expérience et des passions. Oui, quoi. oui. Et puis si tu veux, alors c'est vrai que bon, le monde des médias, c'est bien, ça te fait promouvoir et c'est vrai que je sais pas me vendre, je cherche pas d'ailleurs. Bon, je veux dire que soit ce que je dis, ça résonne et voilà. Mais faire la promotion, ça. Ouais, ton livre, il s'est quand même beaucoup vendu. Oui. Le premier livre, là, ça fait combien 99, non, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est bien vendu, c'est vrai. Mais et ils se le vendent toujours. Ils ont toujours. Par le bouche à oreille et ça, je trouve du bois. Mais si tu veux, c'est... Comment dire, c'est un peu, je vais pas dire un filon que j'ai exploré, mais cette idée, la maladie comme un langage, la plupart des auteurs qui s'intéressent au décodage biologique, ils s'intéressent au décodage, ils s'intéressent pas autant que ça au langage. Je sais pas, tu vois, je trouve qu'il y a une différence d'approche. Et ils disent presque la même chose, mais pas tout à fait. C'est-à-dire si tu veux, c'est plus le décodage A égale 1, B égale 2, l'estomac ça veut dire ça. Oui, le dictionnaire quoi. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de Québécois qui ont fait des dicos comme ça. Oui. Et ils discutent la même chose. Oui. Mais ils se repiquent. Ils se repiquent un peu les uns sur les autres. Et pourtant c'est vraiment tout bête. Mais si tu veux, je suis moi-même. Je ne vais pas dire émerveillé, mais surpris. Quand un patient vient me voir pour un truc que je n'ai jamais exploré, le fait de me dire, bon, la métaphore de ça, c'est quoi? Et comparer avec son existence et à quel point ça colle plutôt. Ouais, la réponse vient du patient et de son histoire. Oui, c'est Oui. Et pas du dictionnaire. Non. Et pas forcément. Il faut pas dire non plus le dictionnaire sert à rien parce que des fois ça te donne des pistes. Hein. Oui, ça donne des pistes. Mais c'est vrai que j'ai une image par rapport à ça. C'est l'intuition, c'est comme une étincelle, c'est comme un arc électrique. Il faut 2 pôles. Sans les 2 pôles, donc il y a le vécu de la personne et donc le vécu, son histoire et tout. Et donc ce qu'elle a pu ressentir et la maladie physique entendue comme une image. L'image de quoi? Bon, par exemple, je sais pas, un cancer, bon, c'est quoi? C'est l'ADN qui déconne. Mais quand tu regardes ces cellules, elles se multiplient, elles veulent vivre. Elles font des voyages et tout. Tu sais l'image que j'avais vue une fois par rapport à ça? Moi, je suis pas médecin, évidemment, et donc j'ai pas l'approche médicale. Par contre, j'avais lu dans une revue que le cancer, c'était des cellules qui se multipliaient de manière infinie et qui étaient immortelles. Oui, c'est ça. Et après, je me suis dit, mais attends, notre société de consommation, où on veut toujours plus de croissance, plus de croissance, plus de croissance, plus de croissance, c'est exactement le miroir de notre société. C'est le même principe. Ouais, donc c'est une maladie de notre société, en fait. Oui, c'est une maladie du sens. Parce que l'ADN, c'est quoi? C'est le plan de l'architecte, et puis ça déconne au niveau du plan de l'architecte. Donc il y a une perte de sens. Mais si tu veux, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ces cellules elles se multiplient, autrement dit, elles traduisent un désir de vivre, et c'est un désir de vivre qui a perdu sa raison d'être. Ouais. Tu vois? Et quand tu vois ça comme ça, tout d'un coup, il y a des choses qui s'éclairent. Dans la raison d'être, tu mets quoi? Alors, la raison d'être... Tu mets le spirituel, la mission de l'âme, puisque là, on est au forum de médecine de l'âme, et je te tends la perche. Bon, la raison d'être, c'est la raison d'être à laquelle la personne s'attache au niveau de l'image qu'elle a d'elle-même. C'est pas forcément son âme, mais son âme peut l'investir, mais c'est l'histoire de Pierre dont j'ai parlé là. Qui était plutôt dans cette idée d'être le pilier de la famille, enfin sa raison d'être, c'était, il s'attachait à ça. Et puis il a été touché dans sa raison d'être sans voir que c'était cette raison d'être, elle n'était pas juste. Donc, pas juste pour lui, tu veux dire, ou pour les autres? Ni pour les autres, ni pour ses enfants. Ouais. Parce qu'en fait, il écrasait un peu tout le monde, quoi. C'est pouvoir effectivement arriver à se détacher, à prendre conscience du fait qu'on s'est attaché à une raison d'être qui n'est pas
dont il faut se détacher, il faut passer à autre chose. C'est une crise existentielle en fait. Ouais, on est dans une impasse et voilà, il faut accepter de renaître à une autre identité, quoi. Une mutation, une autre identité. Et comment t'expliques pourquoi nos existences, elles s'engouffrent dans des impasses comme ça? On dirait que, tu vois, il y a quand même c'est pas une erreur, il y a un apprentissage là-dedans. Alors, est-ce que, si tu prends cet exemple, est-ce que le fait qu'il se soit fourvoyé ou qu'il se soit rendu compte à un moment, en fait, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu ne trouves pas que quelquefois, c'est comme si on devait faire l'erreur pour pouvoir profiter de la... Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça, et puis aussi, si tu veux, bon, il y a des injonctions familiales, des loyautés familiales, donc le charpentier qui est fils de charpentier, enfin, je veux dire que il y a une forme de destin. Et là, je pense que c'est une forme de destin sur lequel on ne peut rien, si ce n'est que ce destin lui-même, il est possible qu'il ait une intention. C'est-à-dire que notre âme qui nous place dans un contexte particulier, elle a une intention par rapport à ça. Et la famille en fait partie, quoi. Oui. Oui. Là, on parle de l'arbre familial, c'est comme si un arbre devait porter un fruit un jour et que les détours et les chemins pour y arriver sont un peu mystérieux, quoi. Oui. Oui, c'est... Que la maladie d'un membre du clan pourrait être le déclencheur peut-être de la génération d'après d'une réaction. Oui. Oui, alors oui, mais il y a des relations. Il faudra qu'il fasse attention. Quand le soleil va tourner, je vais me retrouver... Bon. C'est le jour soleil. Ouais. Donc, oui, mais c'est sûr que là, je parle des chemins individuels, mais c'est vrai qu'on est tous ensemble. Il y a une trame avec des ascendants, des descendants, des collatéraux. Et puis quand il y en a qui déconne sur la trame, ça fait une tension qui se répercute 2-3 générations en arrière. Quoi. Alors, ouais, tout ça, Philippe, toi, c'est ton parcours. Parce que tu es médecin homéopathe, tu as fait tout ce chemin de recherche, tu as écrit tes livres et tout. Et aujourd'hui, comment tu distribues tout ça? Parce que moi, ce qui me plaît de t'interroger, c'est que je sens que tu es un sage, que tu as une forme de... Bah oui. J'ai une forme de sagesse. Tu as une forme de sagesse. Je suis pas... Non. Alors, je suis pas un sage, mais j'ai une forme de sagesse. Parce que si tu veux, je suis pas un sage. Je sais mes difficultés, toutes les choses que j'ai encore à résoudre, et c'est loin d'être résolu. Mais bon, je vis avec. Et oui, ben la sagesse, c'est effectivement de voir les gens vivre et puis de poser des questions, de se poser des questions. Et alors, comment tu vas distribuer ça maintenant? Alors là, tu fais des conférences. Alors, je le fais par les livres. Tu écris encore? Oui. D'accord. Alors, j'écris, mais de façon plus... Comment dire comme chaque livre est une avancée, les premiers temps, c'était facile. Le premier bouquin, je l'ai écrit en 3 semaines. Ah ouais? Bon, je vais quand même... Alors, le premier bouquin, j'ai passé 6 mois dans l'introduction avec le désir de démolir la médecine classique. et ça n'allait pas. À un moment donné, je me dis, bon, allez, j'arrête, je renonce. Et quand j'ai renoncé, tout le reste en 3 semaines a été écrit. Tu vois? Oui, parce que souvent, dans notre mental, on a une tendance à vouloir avancer des arguments, comme on dit, un peu comme un jeu d'échecs, tu joues ça, moi je vais jouer ça. Oui. Et donc on est souvent dans des réactions sans se rendre compte en fait. Oui, c'est ça. Et l'idée, effectivement, quand j'ai adopté une attitude plus pacifiste, on va dire, en me disant, bon, tu dis ce que tu penses, si c'est vrai, ça portera ses fruits, ça fera une résonance. Et j'ai une image que je proposais à Olivier Soulier, parce que lui, il était quand même bien dans la... je sais pas si tu l'as connu. Je l'ai pas connu, je l'ai jamais rencontré, mais je sais ce qu'il a fait, ouais. Mais si tu veux, lui, il avait plutôt un côté militant. Très militant. Oui, très militant, Big Pharma, les labos et tout. Et je lui disais toujours,
Pour chasser l'ombre, il ne faut pas prendre une épée, il faut allumer la lumière. Hum. Tu vois, c'est plutôt en allumant la lumière que les choses... voilà. Donc, mais ça, je l'ai vécu parce que, si tu veux, j'avais passé 6 mois à chasser les ombres. Et puis, ça marchait pas. Et au bout de 6 mois, j'ai abandonné. Voilà, premier bouquin. Mais si tu veux, à mesure que je pousse ma réflexion, à la fois c'est plus élaboré, puis en même temps, le souci de la rendre simple, tu vois, le souci de la rendre simple, accessible. Il y a des images qui me viennent à l'esprit, et puis je pense qu'effectivement, ces images ont une certaine importance, parce que tu les retiens. Tu vois, bon, les exemples, les images, j'aime beaucoup m'exprimer à travers des images. Quand je me trouve sur un nœud de difficulté, je me dis quelle image pourrait rendre compte de ça. Tu vois. Et ce sont des images qui viennent d'où? La nature, ça te parle, la nature? Les arbres, la nature? Ou est-ce que ça peut être... Non, c'est comme, si tu veux, l'image de la joie de vivre, hein, dont nous sommes séparés par une feuille de papier à cigarette. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc là, tu me rejoins sur le symbole, là. Oui. Tu es sur le symbole, hein. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Et le symbole éveille la conscience. Ça dit, ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça, on dit. Voilà. Ouais. Voilà. Mais pour traduire ça, tu vois, c'est une image qui m'est venue à l'esprit, de dire, voilà, hein, nous sommes séparés de la joie de vivre par une feuille de papier à cigarette, mais nous tournons le dos, nous regardons les aventures de l'ego, hein, avec les blessures personnelles, et pourquoi on m'a fait ça, et qu'est-ce que je vais faire pour me venger, etc. Bon, toute l'élaboration, alors qu'il suffit de se retourner, quoi. Mais si tu écris sur comme tu dis là, tu n'es plus du tout dans le décodage, là, tu es vraiment sur l'humain, quoi, oui. Global. Oui. Ouais. De plus en plus, si tu veux. Je pense que sur le décodage, j'écris tout ce que j'avais envie d'écrire. J'ai pas forcément envie d'approfondir davantage. Par exemple, quand je vois ce que Olivier Soulier pouvait écrire dans le détail sur tel symptôme, telle maladie à tel endroit, ça veut dire ceci, cela, ça m'intéresse de moins en moins. Tu vois. Cerveau gauche, ça va trop dans le détail. Peut-être, cerveau gauche. Et puis toi, tu veux plus ouvrir. Oui. Cerveau droit. Adopter une attitude plus de réflexion, de philosophie, et en même temps, ne pas donner des réponses, mais apporter des outils. Voilà, si tu veux. Mon élytrisme m'a tanné pendant des années pour que je réalise un dictionnaire, comme les Canadiens, mais qui inclut l'homéopathie. Mais je dis, mais l'homéopathie... L'homéopathie et le décodage? Oui. Sous forme de dictionnaire, mais je lui ai dit non, c'est pas possible, ça peut pas être un dictionnaire. Ça fonctionne pas comme ça. Mais j'ai fini par accepter, parce que elle est coriace, enfin, elle est têtue. Elle a eu des arguments. On se connaît bien, on s'apprécie, mais si tu veux, elle revenait chaque fois à la charge. J'ai fini par dire oui, mais bon, ça sera pas sous une forme alphabétique, ça sera comme le premier bouquin, appareil par appareil, les reins, les poumons, etc. Oui. Mais au lieu de le faire comme le premier livre, je parlerai un peu plus d'homéopathie, des XFO, etc. Voilà, donc finalement, je l'ai refait, ce bouquin, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus, ça m'intéresse moins d'aller dans l'explication. C'est plus de réfléchir à la manière dont on peut aider la personne à dénouer ses propres nœuds, à lui donner les outils. Déjà, bon, depuis toujours, hein, depuis que je fais de l'homéopathie, je donne des cours d'homéopathie pour les mères de famille. Pour les enfants, ouais. Pour les enfants, en disant, voilà, comme ça vous avez... la trousse à outils. La trousse à outils. Après, vous vous débrouillez, vous n'avez plus besoin de moi. L'idéal, c'est que... Voilà. Plus besoin. Rendre les gens autonomes. Voilà. Et j'ai toujours eu un peu cette idée-là. Et dans ce que je fais maintenant, c'est aussi cette idée de rendre les gens autonomes, de leur donner les outils qui leur permettent de faire les liens
Et puis après, une fois qu'ils ont fait les liens, qu'ils ont mis le doigt sur leurs difficultés, comment faire pour faire la paix avec ça, quoi. Donc ça, c'est un peu ton envie actuelle. Et pas que dans les livres, je crois que tu vas faire aussi des conférences. Oui, c'est mon envie actuelle, tu as raison. J'ai toujours été fasciné par la parole qui guérit. Tu sais, le remède homéopathique, je fais une analogie parce que l'homéopathie m'a beaucoup appris quand même, parce que dans le mode de réflexion, ça t'incite, ça apporte un mode de réflexion qui, ce que j'ai écrit n'est que le prolongement de ce mode de réflexion. Hein, tu raisonnes par analogie, c'est-à-dire que la personne souffre, quel remède peut correspondre. Et le remède qui peut correspondre, c'est le remède qui, à plus forte dose chez un sujet sain, provoquerait les mêmes symptômes. Donc par analogie. Et la parole qui guérit, c'est juste celle qui va souligner le point de difficulté. C'est quand tu rebondis sur les termes du patient. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que la personne te dit comment on peut dire j'ai un ulcère à l'estomac, et tu lui dis oui, qu'est-ce qui vous ulcère? Tu rebondis sur le mot ulcère. Je rebondis sur le terme, et les termes sont effectivement souvent des portes. Oui, parce qu'on les dit sans les entendre en fait. Voilà. Ouais. Alors on les entend sur le plan physique, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que la censure, elle n'est pas sur le plan... il n'y a pas de censure, comment dire, de refoulement. C'est plus simple que ça. C'est que... écoute, je vais citer l'exemple, je cite souvent cet exemple. Hein, une femme, que j'appelle Ginette, bon, son mari... entrepreneur, qui part souvent à l'international, donc pas souvent là. Et puis elle, 62, 63 ans, elle prend sa retraite, elle se dit qu'est-ce que je vais faire. Elle investit une association histoire de donner un peu de sens à sa vie. Lui prend sa retraite. Et alors, du jour au lendemain, il devient pantouflard, et puis elle, partant le soir, il lui dit « Ah, mais t'as encore une réunion le soir, ce soir, mais déjà avant-hier, t'avais une réunion. » Puis bon, il commence à devenir possessif. Et elle vient me voir en me disant « Écoutez, ça fait un an, ça faisait à peu près un an et demi que son mari était à la retraite, ça fait un an que j'ai un symptôme bizarre, les médecins ne savent pas ce que c'est, ils pensent que c'est de l'asthme ou un problème thyroïdien, et ce que je ressens, c'est j'ai l'impression d'étouffer, j'ai l'impression d'un collier autour du cou, j'ai besoin d'air. Hein, voilà. Et puis elle me raconte un peu l'histoire de son mari et tout, et à la fin elle me dit « Et vous pensez quoi? C'est de l'asthme ou c'est un problème thyroïdien ?» Je dis « Oh, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous étouffez, vous avez un collier autour du cou et vous avez besoin d'air. » C'est vous qui le dites. Mais si tu veux, elle l'avait pas entendu. Oui. Elle l'avait entendu en termes physiques. C'était des symptômes physiques avec lesquels, en fait, ces symptômes physiques décrivaient exactement son symptôme émotionnel. Oui. Mais comme c'était devenu un symptôme physique, elle n'entendait pas l'émotion. Oui. Elle entendait le diagnostic médical et puis voilà. Voilà. Et alors, quand tu mets un diagnostic, en plus, là, tu enfermes. Hein. Tu stérilises. C'est ce que je dis, par exemple, ça aussi, l'homéopathie m'a appris, parce que en homéopathie, tu notes les symptômes comme les patients en parlent, dans les mêmes thèmes qu'ils utilisent. Et de ce fait, j'avais écrit ces symptômes, ce qui m'avait permis de faire le lien. T'as une personne qui vient te dire, j'ai mal à la tête, j'ai la tête lourde, tu pourrais dire, qu'est-ce qui est lourd, hein? Mais si tu marques céphalée, ah oui, c'est râpé. C'est terminé, c'est râpé. Ouais. Le diagnostic va empêcher... alors, j'ai une autre histoire encore mieux que ça. L'histoire d'une femme, Suzanne, qui est venue me voir parce qu'elle avait un eczéma depuis un peu plus d'un an. Donc elle passait la pommade à la cortisone, puis son eczéma réapparaissait. Donc au niveau du visage et des mains. Et alors, son eczéma était apparu brutalement. Un beau matin, elle se réveille, elle se voit dans la glace. Et là, du coup, elle affolée, elle va voir un dermatologue qui lui dit « Madame, c'est un eczéma ».
Ok, bon. Elle vient me voir en me disant ça me démange, ça me démange. Et puis je lui pose des questions comment on fait en homéopathie pour sonner un peu le terrain. Et elle répondait toujours à côté en disant mais ça me démange, ça me démange. Comme si je posais des questions qui n'étaient pas d'actualité. Elle venait parce que ça la démangeait. À la fin, au bout d'une bonne demi-heure, je la regarde et je commence à en voir jusque-là. Et j'écris sur une feuille A4, tu sais, ça me démange. Puis j'entoure le ça. Et je lui fais, c'est quoi ce ça qui vous démange? Et là, si tu veux, elle me regarde, elle n'avait pas fait le lien. La démangeaison, ce qui démange, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que je m'interdis de faire. Et en fait, cette femme-là, elle gardait ses petits-enfants, puis comme elle avait une forte personnalité, elle s'était fâchée avec sa belle-fille pour des questions d'éducation. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, enfin, le classique. Oui. Et du coup, sa belle-fille lui a dit, écoute, maintenant ça suffit, on te confie plus les enfants. Et son fils, évidemment, il a pris le parti de sa femme contre sa mère. Bon, ce qui est logique. Mais du coup, elle s'est retrouvée dépossédée de ses petits-enfants. Donc il y avait à la fois la séparation, les problèmes de peau sont souvent impliqués dans les questions de séparation. Territoire. Voilà. Oui, et puis de séparation, de contact, voilà. En plus, c'était au niveau des mains. Elle avait perdu la main, quoi. Tu vois. Donc, c'est vrai que quand tu écoutes les symptômes dans ce que disent les patients ou même dans l'image que les lésions proposent, ça t'éclaire. Mais quand tu viens avec un diagnostic, un jour j'ai un patient qui vient avec un dossier à peu près épais 6-7 cm. Il arrive, il pose ça sur la table. Dossier médical. Dossier médical. Docteur, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, pof, c'est tout là. C'est tout là. Alors, j'ai pris le dossier, j'ai écarté, j'ai dit, parlez-moi un peu de vous. C'est ça, et vous dans tout ça. Tu vois? Tout est écrit, docteur. Oui, et c'est pareil, si tu veux, quand tu poses la question, c'est intéressant. Comme tu vois, j'essaie de resituer les choses dans une histoire. Bon, et quand je demande aux patients de me parler de leur histoire, ils me parlent de l'histoire de la maladie, du diagnostic, donc l'histoire de la médecine, mais pas de la leur. 9 fois sur 10, tu dis aux patients, parlez-moi de votre histoire. Ah ben, j'ai commencé à ressentir ça. Je suis allé voir le docteur Tartampion, qui m'a fait une radio, qui m'a dit, il faut aller voir un tel. Et puis le chirurgien m'a dit, voilà. Ils parlent de leur parcours médical, quoi. Ils parlent de leur parcours médical, mais ce qu'ils ont vécu, eux. Ouais. Et 9 fois sur 10. Donc il faut souvent les reprendre et leur dire. Alors, le risque aussi, c'est le phénomène inverse. C'est que la personne te dit, je sais pourquoi je suis malade. Donc, si tu veux, elle a déjà tout décodé elle-même. Ah oui, ceux qui, les décodeurs, là. Oui. Ils ont tout décodé, ils savent déjà tout. Voilà, mais ça change rien. Oui. C'est un peu la phrase de Woody Allen, tu sais. Avant j'étais malade, je savais pas pourquoi, mais maintenant, grâce à la psychanalyse, je sais pourquoi, mais je suis toujours malade. Oui, c'est un peu ça. Mais si tu veux, effectivement, ces gens-là, ce que je dis souvent aussi, tu as ce qui est somatisé dans le corps. Ce qui est somatisé dans le corps, c'est ce qui n'est pas conscient. Pour citer encore une histoire, parce que je pense que les histoires, ça permet de me fixer des idées. Noël, une femme de 64 ans, qui vient pour une polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie, donc une grosse inflammation, avec les mains gonflées et tout. Bon, ses mains étaient violacées, rouges. Et elle me dit, je sais ce que c'est mon chagrin, j'ai perdu mon fils il y a 1 mois. Il s'est tué dans un accident de voiture. Alors, elle me dit, c'est mon chagrin. Et je lui demande un peu les circonstances de l'accident. En fait, c'était pas un accident anodin parce que son fils faisait des courses automobiles. Donc, il était partie prenante de ça quand même. En plus, elle lui disait tout le temps, écoute, le garçon, il veut avoir une petite quarantaine d'années. Elle lui dit, écoute, occupe-toi de ta femme et de tes enfants, plutôt que le week-end, tu pars toujours avec ta voiture à droite à gauche sur différents circuits. Ta femme et tes enfants, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Donc, elle essayait de le convaincre, mais lui, il était dans son truc. Il restait dans son truc. Et donc, un jour, ce qui devait arriver arriva, il s'est tué.
Et elle s'est retrouvée avec ça en me disant c'est mon chagrin. Et puis quand j'ai vu ses mains, je lui ai dit mais c'est rouge, c'est violacé, ça lance, c'est pas du chagrin, ça c'est de la colère. C'est de la colère. Et vous êtes en colère. Elle me regarde, elle me dit en colère de quoi? Les personnes qui somatisent, et j'ai d'autres exemples comme ça, elles sont dans un déni, mais un déni sincère. C'est pas un déni, c'est pas hypocrite, c'est complètement, c'est sincère. Elles font pas de lien, et la part refoulée s'exprime dans le corps. Il y a la part consciente, comme un iceberg. Hein, t'as plusieurs couches dans des trucs comme ça, en plus. Oui. Parce que la colère, bon, peut-être une couche de colère, mais après, elle voulait peut-être conduire la vie de son fils, tu vois, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? On peut dire ça, on peut dire aussi qu'elle n'a pas réussi à convaincre son fils et qu'elle s'en voulait. Du coup, cette colère s'est retournée contre elle. Elle est restée impuissante parce que les mains... voilà, elle n'avait pas les choses en main. Elle n'a pas réussi à influencer la décision de son fils. Donc on peut l'entendre à différents niveaux, c'est vrai. Mais l'idée, si tu veux, c'est que c'est comme un iceberg, tu as la partie émergée, la personne en est consciente, mais ce qui est somatisé, c'est ce dont elle n'a pas conscience. Et ça, c'est important, parce que les gens souvent te disent « je sais pourquoi je suis malade ». Ben non, si vous le saviez, vous ne seriez pas malade. Tu vois? Enfin, plus je t'entends parler, Philippe, et plus je me dis que... en fait, je crois que cette vidéo, on va l'intituler... La sagesse de la médecine, ou la médecine de la sagesse. Moi, j'ai l'impression d'entendre parler, enfin, tu vois, les premiers, les philosophes grecs, les trucs comme ça, tu vois, qui savaient déjà à l'époque tout ça, et on a oublié. Oui, je pense que c'est vrai, parce que je pense que, alors, on va dire, sans vouloir être méchant, au début du XXe siècle, un physicien qui s'appelait Niels Bohr a dit « ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Je sais. Bon, d'accord. Voilà. Okay. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. La médecine, qui était à l'époque, comment dire, parente pauvre de la science, se disait c'est pas possible, on veut être scientifique. Et donc, pour être scientifique, eh ben, il faut mesurer. Et mesurer, on mesure maintenant la douleur, autrement dit, il faut... Ah oui, sur une échelle de 0 à 10. Là. Voilà. C'est insupportable, ce truc. Oui. Oui, parce que ça te dit pas si ça brûle, ça démange, ça... Enfin, bon, tu vois, mais... voilà. Et donc, il faut mesurer, tout doit être mesurable. Et ça va dans un tel excès qu'aujourd'hui, dans les congrès, on ne parle que de statistiques. Que de chiffres. On les met en tableau Excel, puis on prévoit l'avenir. Voilà. Donc on ne parle que de chiffres, et hors du chiffre, pas de salut. Ce que ressent la personne existe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine se veut objective pour être scientifique. Il faut que ce soit objectif. Objectif, ça rime avec objet. Subjectif, ça rime avec sujet. Donc, elle est belle, celle-là. Tu vois, d'un côté, tu as l'objet, maladie, et le sujet, ben, non, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas objectif. Et l'homéopathie, justement, prend le contre-pied de ça. On parle beaucoup de symptômes subjectifs, et à partir des symptômes subjectifs, on essaie de comprendre quel est le remède correspondant. Donc, si tu veux, effectivement, la médecine objective, en s'intéressant à l'objet, elle a progressé, on va pas... Oui, pas cracher dans la soupe, hein. Je veux dire que moi, quand j'ai eu mon infarctus, on m'a soigné. Je veux dire que je dois quand même faire chandelle au chirurgien, etc. Mais elle a nié le subjectif, et moi, je serais plutôt, comment dire, comme une sorte de désir de réconcilier les deux, réconcilier l'objectif et le subjectif, comme les deux faces d'une même pièce. C'est une pièce avec un côté pile, un côté face. En fait, les excès, ni d'un côté ni de l'autre, ils sont bons. Ce que tu me dis là sur le subjectif, ça me rappelle l'autre jour, j'ai entendu une émission, une information d'une chaîne française que je ne citerai pas, parce que on va arrêter de tirer sur l'ambulance, qui parlait de réchauffement climatique et qui disait que l'information, dite par un journaliste, qui disait qu'il y avait jamais eu autant de température ressentie
à 46 degrés autant. Il n'y en avait jamais eu autant dans le monde, des températures ressenties à 46 degrés. Pas des températures mesurées, tu vois. T'interroges quelqu'un, il fait 39, vous ressentez combien? 46. Oh, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? On part dans des excès complètement pour faire dire ce qu'on veut aux informations, à l'information. Oui, puis voilà, puis les chiffres aussi, on peut les tirer, on peut. Enfin, voilà, bon, c'est. Ça, le subjectif qui prend le pas sur l'objectif. Enfin bon, on a des trucs, il faut un équilibre entre les deux. Ouais, un équilibre. Il faut un équilibre entre les deux, parce que si c'est tout objectif, c'est pareil. Je veux dire que tu perds le subjectif, tu perds le sujet, tu perds ce que la personne cherche à se dire à travers la maladie. Parce que c'est un dialogue du sujet envers lui-même. C'est pour ça que tu dis de réconcilier la médecine du corps et la médecine de l'âme. La médecine du corps, ça pourrait être l'objet, et puis la médecine de l'âme, le sujet, c'est ça? Oui, on pourrait dire ça. On peut dire ça. Moi, je vois ça comme une pièce de monnaie avec deux faces. On ne peut pas les opposer, elles sont complémentaires. Elles apparaissent opposées. Le problème d'une pièce de monnaie, c'est que ça, c'est aussi un truc que je dis par exemple en conférence. Tu prends une pièce de 2 €, essaye de voir les deux faces de la pièce en même temps, tu peux pas. Donc tu es obligé de choisir la face que tu vas regarder. Et à partir de là, tu prends une face et tu dis, bah oui, ça se passe comme ça. Et la médecine classique, elle est là. Ce qu'elle dit, c'est juste. Tout ce qu'elle dit, c'est juste. Voilà. Mais je dis, pourquoi on ne va pas voir aussi de l'autre côté ce qui se passe? C'est ça. Tu vois? Et pour effectivement avoir une vision plus complète. Et ne pas écarter le sujet comme si c'était une quantité négligeable. Le sujet, le seul problème du sujet, c'est qu'il n'est pas mesurable. Bon, 1m82, 1m72, mais bon, à part ça, il n'est pas mesurable. Dans son... Et c'est tant mieux, parce que le jour où on pourra tout mesurer, ça sera triste. Hein. Ah oui. C'est comme là, tu vois, on vient de passer un super entretien. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est pas mesurable. Bon. Hein? Oui. On va dire des qualificatifs, c'est un super moment. Merci beaucoup, Philippe. Oui, mais... Et c'est pas mesurable. Oui. C'est super à combien de pourcents? Sur une échelle de 0 à 10, ouais, il faudrait que je compare avec le cinéaste là, qui nous filme. Je vais faire un entretien avec lui, puis je vais comparer avec le tien. Voilà. Mais c'est cette idée de Lisbonne, hein, tout ce qui... Voilà. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'est bon. Mais ça se ressent par contre. Ça se mesure pas, mais ça se ressent. Et oui, c'est ça. C'est toute la différence. L'amour n'est pas mesurable. Sur ces paroles de sagesse, Philippe, on va aller déguster une bière. Oui, une bière. Je pense qu'on mérite ça. Ça sera encore un autre partage. Volontiers. Merci beaucoup de ton partage. Toi. Merci Gilles, merci à toi. Et puis merci aussi de l'invitation. Et puis à bientôt dans d'autres conférences. D'accord, volontiers. Merci.